Bon bah il paraît qu'en commençant il faut dire bienvenue sur Afterlife, le podcast des anciens élèves de l'NCE. Bonjour Groot. Bonjour Caillou. Bonsoir si tu préfères, il n'y a pas de souci, on fait comme tu veux. Barbuck à côté, tu vois. Donnons envie aux auditeurs. Voilà. Avec nous. Donc là on est chez Groot. C'est grand chez moi, tu peux voir, 18 étages. Combien de bureaux? 200 bureaux peut-être, je sais pas. Ouais. Tout ça est très radiophonique. Oui, surtout les petites salles. Comment ça s'appelle là où on est? Le Cargo, à Paris 19e, boulevard McDonald. C'est un espace de coworking, utilisons les bons mots. Eh oui. Dans lequel sont hébergées plusieurs startups. Alors moi je bosse pas pour une startup, je bosse pour une boîte qui loue des locaux ici. Ah ouais? C'est quoi le nom de ta boîte? GFI Informatique. À la base c'est une ESN, anciennement SS2I. Une ESM? ESN. Ça veut dire quoi? Je sais pas, mais c'est le nouveau nom des SS2I. Ah d'accord, c'est une société de service qui fait de l'informatique. Et en gros, moi je bosse pas en tant que consultant ou quoi que ce soit. Ils ont ouvert une partie innovation qui fait de la recherche, fait de la R&D en fait, et publie des CIR, on fait des publications scientifiques, ce genre de choses. Toi aussi tu fais des CIR? Ouais, c'est vraiment le truc giga bien. C'est le truc qui permet de faire gagner de la thune à ta boîte. Ouais, parlons de tu thune. peux prendre l'argent du gouvernement. C'est ça. Et en gros, on est logé ici, on a 4 bureaux ici. En fait, pour la petite histoire, j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure, on est divisé en plusieurs pôles et moi j'appartiens au pôle réalité virtuelle. D'accord. Et on fait de la recherche ici en particulier. Et en fait, ils vous ont mis dans ce bâtiment pour que vous soyez avec d'autres boîtes innovantes, en fait, c'était ça là. Alors je t'avoue que j'étais pas là au moment où ça a été décidé. À la base c'était à Saint-Ouen au siège social. Ouais. Et ils ont bougé ici. D'accord. Et je pense que c'était pour une question d'environnement peut-être plus ouvert, plus plus accessible, ouais, plus pour inviter les gens, etc. Et même faire des podcasts. Par exemple, ouais. Ou même juste d'un point de vue, je sais pas, je pense à la DSI par exemple qui bride pas notre réseau parce qu'on va sur des sites, on fait des choses, je vais pas dire bizarres, mais on fait des choses un peu. Ouais, vous êtes pas derrière 3 pare-feux avec des tonnes de restrictions, ça c'est chiant. Ouais, mais du coup nous, je me dis que si on était limité par ça, on n'irait pas bien loin encore. Il y a moyen. On fait du réseau. Et du coup, toi, tu fais quoi? C'est quoi ton rôle au sein de cette équipe d'innovation? Tu dis que tu fais de la RV, mais c'est très large comme truc. Ouais, en gros, en fait, je bosse avec plusieurs Iliens ici, en fait, qui sont arrivés, Tu fais de quelle promo, toi? Moi, je suis 2012, enfin 2009-2012. Ouais, non, ils sont entre toi et moi. En fait, c'est un thésard qui vient de Strasbourg à la base. Juste, c'est quoi ta promo, toi? Moi, je suis sorti en 2017, promo 2017. D'accord. Qu'on a 5 ans d'écart, ouais, un truc comme ça, ils sont dans ces 5 ans là. C'est ça. Il s'appelle Julien Cazarin, pour ceux qui connaissent peut-être. Big up Julien. Ouais, c'est ça. qui est thésard avec l'université de Strasbourg, qui sort de l'IE et qui en fait a mis au point un protocole de collaboration en réalité virtuelle qui ne dépend pas des dispositifs que tu utilises en fait. Très rapidement. Ça permet, en fait, tu fais abstraction des différences de contrôle, même de hardware en fait. D'accord. Et quel genre d'outils tu peux interfacer du coup sur ce truc générique? Des casques de VR, des casques d'AR, des smartphones, des PC, tout ce qui permet de faire de l'affichage et de l'interaction. En fait. Et du coup, ils partagent tous un même monde 3D de coordonnées, c'est ça, en fait, c'est un peu une architecture web, ça ressemble un peu à une architecture web, c'est-à-dire que tu vas avoir un serveur qui va faire tourner ton environnement 3D, qui est décrit de manière générique, et tes différents dispositifs, tes devices, ont une application navigateur qui vont se connecter au serveur, récupérer les données, créer une copie, et tu vas pouvoir interagir avec cette copie qui va tout faire remonter au serveur principal. Qui va être synchronisé régulièrement. Yes. D'accord. Et en gros, on fait un peu la différence dans le sens où aujourd'hui, la VR, la course à la VR, c'est surtout la course au hardware, et le software avance pas forcément des masses. Il avance, mais moins vite. Et nous, on a réussi à faire un pas en avant assez grand en faisant en sorte d'enlever toutes les différences physiques. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est chiant, la plupart des technos de VR, elles sont vraiment pas compatibles entre elles à l'origine. Et nous, vous avez des connecteurs pour tout, et c'est ça. Et tout le monde. Et en fait, quand tu veux faire, on a aussi un énorme gain de temps. Enfin, ça apporte un énorme gain de temps d'un point de vue développement, dans le sens où tu ne codes plus une application pour chacun des devices, tu codes ton application de serveur, et tous tes devices qui ont un client pour se connecter peuvent se connecter à avec ce que tu développes en fait. Et ils envoient des inputs et voilà. De manière générique, et du coup tu interprètes ça comme tu veux. Ah, ça a l'air cool. Yes. Et du coup, on publie sur ça en ce moment. Donc toi, tu fais quoi? Les connecteurs? Tu fais de la... Alors, en fait, je suis plus orienté recherche, et actuellement, je suis plus axé avatar et représentation des utilisateurs. D'accord. Dans l'environnement virtuel ou augmenté.
On a autour des problématiques de device asymétriques. Par exemple, ton PC, tu vas interagir avec ton clavier et ta souris. Ouais. Globalement, ton mouvement principal, ça va être ta souris. Donc c'est le mouvement qu'on peut transmettre. Donc on fait en sorte d'afficher par exemple, un seul bras à ton avatar pour faire comprendre que tu n'as qu'un bras pour bouger. Par contre, pour les clients avec un HTC Vive, tu as 2 contrôleurs, un casque. Ouais. Et donc là, tu peux capter le mouvement des mains, le mouvement de la tête. Donc là, on développe un peu plus. Et pour le casque, par exemple, avec Leapmotion, tu es capable de capter les mains, capter les doigts. On détaille encore plus ce genre de choses. On est sur des problématiques de vraiment représentation et prise de contrôle des environnements. Et du coup, quelqu'un qui ferait, par exemple, un genre de Second Life, quoi, il pourrait... Enfin, je donne ça comme exemple. Le jeu, ça, je suis pas tout jeune, ok. Il pourrait, comment dire, créer différents niveaux de finesse à ses contrôles pour ses avatars. T'aurais le truc super basique du gars avec son téléphone qui fait que regarder. Ça, et le mec avec toute la panoplie jusqu'au bout des doigts, il peut contrôler les trucs. Un tapis Omni, enfin l'Omni là, qui puisse savoir où ses pieds sont, qui puisse se déplacer, ce genre de choses. Si tu as un moyen de traquer ton corps, on a le moyen de le représenter. Okay. Et si tu... ce qui est un peu compliqué, c'est en fait la manière dont tu te connectes à l'environnement, vu que c'est ultra générique, on n'a pas de preset ni de préfab à utiliser. Et du coup, il faut utiliser des systèmes de découverte de bones, enfin d'os de ta structure en fait, pour reconstruire au fur et à mesure en fonction de comment tu bouges, comment tu interagis avec l'environnement. Là, j'ai pas saisi. En gros, c'est quoi la découverte d'os? En gros, en fait, quand tu te connectes à ton environnement virtuel, l'environnement ne sait pas quel device tu utilises. Tu lui dis pas? Non, tu lui dis pas. Vu que ça doit être générique, tu peux pas être restreint à une liste connue de devices, puisqu'il faut pouvoir intégrer un device qui sort demain qu'on ne connaît pas. Donc toi, tu lui balances juste un tableau de position, limite, ouais, c'est ça, c'est lui qui se démerde pour savoir ce que c'est. Yes. Ah, cool. Et c'est encore plus méga bien. Bah ouais. Moi j'étais là en mode ok, bah tu fais un connecteur pour téléphone, donc le gars qui se connecte avec son téléphone il dit qu'il est un téléphone et voilà. Non, le serveur ne sait pas qui sont ses utilisateurs. Et c'est pour une question de généricité. Et comment vous découvrez ça du coup? Y a de l'IA derrière ou c'est un bête algo qui... Pour l'instant c'est un bête algo. Après, puisqu'on est sur un nombre fini d'os, de bones du coup. Et vous avez jamais réussi à confondre une jambe avec un bras ou... Non. En fait, si tu veux, quand tu les envoies, tu les tags plus ou moins. Et donc lui, il est capable de... Il y a quand même un certain nombre de labels envoyés, quoi, quelque part. Enfin, vu que tous les humains se ressemblent plus ou moins, sont composés à peu près des mêmes os, tu peux les labelliser et du coup lui dire tiens, t'as une côte là, un bras là, un avant-bras là, un poignet là. Le gars qui a des capteurs sur ses côtes. Ouais, par exemple, c'est une connerie, mais c'est par exemple ça. Du coup, ici, vous avez beaucoup de matos pour faire tous vos tests et tout ça. Alors, on a pas mal de matos dans notre bureau. On a plusieurs casques de VR et on a des partenariats avec des boîtes qui nous prestent des casques. Surtout les casques de réalité augmentée, en fait. Genre l'HoloLens, on nous en a prêté. On va en acheter là. On nous a prêté des casques un peu différents qui sont des concurrents à l'HoloLens. Vous prêtent ça comme ça on va dire qu'on a des connaissances potentiellement de la... En fait, on monte un consortium qui permettent à des entreprises de nous rejoindre sur des phases de recherche en fait, et de publication, ce genre de choses, et donc d'avoir la main sur les différentes problématiques abordées. D'accord. Et du coup, on est en échange de bons procédés. Ils ont un certain avis à donner sur la direction que vous prenez. C'est ça, vu qu'on est en fait, la manière dont on va traiter les différentes problématiques, eux auront un poids sur la direction qu'on va aborder pour chacune des problématiques. On travaille avec une start-up qui commence à grossir, qui s'appelle SL Process, qui en fait est un alternant chez nous, qui monte son casque de réalité augmentée. En fait, lui, c'est un casque sur lequel il a mis des caméras, un casque de VR tout simple, sur lequel il a mis des caméras, et donc qui diffuse la vidéo en temps réel de la réalité en fait. Et derrière, tu as un Unity qui fait apparaître des objets, etc., qui traque tes mains. Et donc, ça te fait de la réalité augmentée grâce à ça. Il traque les mains sur la caméra via la caméra. Il a un Leapmotion qui a explosé. Et, ouais, enfin, c'est pas ton petit truc comme ça. C'est la dynamite. Vraiment... Exactement. Et du coup, il est capable de traquer tes mains, tes gestes, etc. Enfin, dans les limites du Leapmotion, quoi. Mais d'un point de vue de performance, ça explose HoloLens actuellement. D'accord. À tel point que Microsoft est venu pour essayer de le débaucher. Il est en train de se faire un nom, quoi. Ouais. Dis son nom, du coup. Il s'appelle Stan Larocque. Il vient pas de notre école. Non, mais on s'en fout. Non, il s'appelle Stan Larocque. Le casque s'appelle le Lynx. Et la boîte c'est SL Process. Et il est dans le bureau 325, tu peux ne pas voir. Voilà, donc là il me montre avec le doigt, ce qui est extrêmement radiophonique. Vous voyez là, bande d'auditeurs. Je parlais du barbecue tout à l'heure, c'est la même chose. D'ailleurs, on voit qu'il y a des espèces de dessins en post-it, là, comme c'était la mode il y a 5 ans. Là. Il y en a là-bas aussi, derrière toi, il y en a partout. Les gens s'amusent avec les fenêtres en fait.
D'accord. Ils s'envoient des messages, ils font du morse? Non, peut-être pas. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour se déplacer dans les couloirs. Donc on fait pas des réunions par post-it interposés sur C'est un peu long comme système, je t'avoue. Enfin, surtout vu la taille des messages, on a un nombre limité de fenêtres, c'est pas forcément ouf, quoi. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu le taf. Du coup, je suis avec plusieurs Iliens, Julien. De ma promo, j'ai Théo, qui s'appelle Boobies en fait. Ouais. J'ai la promo en dessous, j'ai Mousse, Guillaume. Et là, on a un stagiaire moi, je suis 5A actuellement. Lui, Mousse, c'est 4A. Et on a un stagiaire 3e année qui s'appelle Chrome, Rémi pour les intimes. Et du coup, on est 5 dans la même équipe à bosser sur ça. Et on a quelques gens autour de nous. Et comment vous vous êtes retrouvés entre Iliens dans cette équipe? Vous vous connaissiez d'avant pas du tout. Julien, en fait, il y a d'autres Iliens dans les différents pôles. Tails, Tristan, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Tails bosse dans un autre pôle, mais à la base, donc il connaît plutôt Julien. Julien cherche un profil VR qui sortait de l'école à ce moment-là. Donc Tristan l'a redirigé vers moi, donc je me suis fait coopter. Moi, j'ai coopté Boobies et Mousse, et on a ramené. Ça se fait de proche en proche. Ouais, c'est ça. Je vais pas dire on sélectionne les gens, mais il y a un peu de ça, quoi. Quand même, si, c'est pour un travail professionnel, tu sélectionnes les gens, bien c'est sûr, normal. Autant pas que ça se sache, quoi, que tout le monde essaye de postuler. Ah, c'est porte ouverte, tout le monde peut venir? Tout le monde peut essayer de postuler. Ah, voilà, mais après on sélectionne bien les gens, il y a des entretiens, ça me paraît pas déplacé. J'ose pas le dire, je suis encore jeune et naïf. T'es pas encore civique. Non, c'est ça, je suis pas encore biaisé par la vie professionnelle, tu vois, à tel point. T'en as pas encore assez chié, c'est pour ça. Clairement. Mais du coup, on se recrute par connaissance. Théo, par exemple, c'est à la base, c'est un de mes potes. On a fait la même filière, donc je sais de quoi il est capable. On a fait la plupart de nos projets ensemble. Ça marche beaucoup comme ça, le monde professionnel, en fait. Et ça marche bien, en fait. Et finalement, quand je compare les boulots que j'ai trouvés en postulant en mode random et les boulots que j'ai trouvés via des connaissances, ça va plus vite. C'est pas du tout la même qualité de travail, en fait. Moi, j'attends pas la même chose. C'est vrai, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais les boulots que j'ai trouvés un peu en mode random, c'était très random. Ouais, je me sentais pas forcément ultra bien intégré, alors que quand t'es avec des gens que tu connais et qui savent de quoi t'es capable, tout de suite il y a une confiance qui est pas pareille. Au final, enfin pas forcément dans le milieu pro, mais même quand tu fais des sorties, enfin je sais pas, je pense à des sorties un peu genre tu fais un laser game ou je sais pas quoi, si les gens savent que tu tires bien, enfin tu connais, forcément c'est des appris, c'est ça exactement, mais c'est la même chose. C'est un bon parallèle. C'est un peu la même chose, quand les gens te connaissent un peu, ils savent de quoi t'es capable et ils catégorisent en fait. Et ça peut avoir l'air un peu cynique, comme je disais tout à l'heure, de dire que le copinage c'est ce qu'il y a de mieux, mais en fait ça marche ouf. C'est ce qui marche bien, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait souvent, moi je dis que c'est pour ça qu'on fait une école d'ingé principalement, c'est pour rencontrer des gens qui vont potentiellement être tes futurs collègues, parce qu'en soi les enseignements si ça tenait vraiment qu'à ça, tu pourrais te former, tu pourrais être autodidacte. C'est ça, ouais. Mais autodidacte. Bon, c'est quand même bien d'avoir des profs, je dis pas c'est le contraire, mais voilà. Il y a un côté humain que tu développes. Voilà, c'est vraiment les connaissances et le réseau que tu vas te faire qui compte et qui importe le plus. Et les très grandes écoles, c'est ça. Quand t'as une barrière à l'entrée dans les très grandes écoles, c'est parce qu'ils veulent avoir des très bons pour que les très bons se connaissent entre eux et qu'ils aient un réseau de très bons derrière. Un réseau de malades. C'est pas un peu paradoxe, contre-productif d'avoir trop de personnes dans une école. Au final, tu les connais pas tous, ou je sais pas. Bah, nous ça va. Nous ça va, non, clairement, mais je pensais, je sais pas, aux mines ou ce genre de trucs, je sais pas. Bah, je saurais pas dire vu que j'ai pas été. Hein. Mais le frère d'un mec de l'IE, du coup, coucou Omega, son frère en parlait, il me semble, et disait que. Même TSP en fait, qui est une école qui est un peu, je dirais pas 10 fois plus grande que nous, mais il y a énormément de plus d'élèves que chez nous. C'est pas du tout pareil, la relation entre les gens, les relations entre les promos, même au niveau des assos, quoi. Les gens se fréquentent pas de la même manière. Parce qu'ils sont plus. Ouais, et du coup, c'était un peu moins ouvert. Je pense que les gens sont moins ouverts, du coup. C'était un peu plus un système concurrentiel, où je sais pas. Peut-être. Faut exister. Je sais pas, c'est les égos, quoi. Des égos. Après, moi, je t'avoue que je recruterai pas n'importe quel gars de ma promo, parce moi non plus, il y en a que j'ai vu rien faire à des projets, tu vois, donc eux, je sais que déjà c'est mort. Des trucs comme ça. Donc, mais bon, ouais, c'est vrai que d'avoir une petite promo, c'était on était très proches, c'était très bon enfant comme ambiance. Ouais, je dirais pas familial, mais. Si, presque. Ouais. Moi, il y a des choses que je ferais pas en famille, tu vois, mais. J'en dirais pas plus. T'imagines un Limousin avec ton père? Je me fais attaquer par un bourdon. Un bourdon qui t'attaque.
Ouais. Ouais, donc t'imagines ton père faire un limousin? Ça me gênerait un peu, quoi, mais un petit peu. Ça dépend du contexte, hein. S'il y a 10 000 Non, moi, s'il y a 10 millions d'euros à gagner, pourquoi pas? Enfin, je me laisse faire. Ah, t'es comme ça, toi. Pour l'argent, tu te mets à poil, quoi. Ça dépend de la somme d'argent, ça dépend. Putain, mais ce bourdon est stressant, là. Et en plus, on doit l'entendre de ouf, il vient de passer devant le micro. Putain, va-t'en. Voilà l'attaque du bourdon géant. Ah, il revient. Franchement, je vais le laisser au montage parce que c'est. Il est vraiment passé à 2 cm du micro. Faudrait voir si on l'entend, quoi. Il revient. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le chasse? Mais casse-toi. Non, mais en plus, il est très collant, là. Il est très social, ce bourdon. Allez, là-bas, regarde. Oh, regarde là-bas, il y a des trucs très intéressants. Ah, mais en fait, il arrive pas à sortir. C'est bon, il est parti. Bon, il y a des fleurs. Parfait. Donc, on va perdre 30 secondes de. À se battre pour un bourdon. Je sais même plus ce que je racontais. Parce que tu me parlais du format familial. Enfin, mon père. L'ambiance familiale. Mon père qui faisait un limousin pour 10 millions d'euros. Je pense qu'on était là. Moi, même pour 10 millions d'euros, je vois pas mon père faire un limousin. Je m'en fous de l'argent. Je veux pas être traumatisé à vie. Honnêtement, je suis pas à ça près. Je préfère m'économiser des séances de psy et gagner de l'argent comme ça, quoi. Imagine tes séances de psy, tu les payes combien? Je sais pas, je sais, j'ai pas l'ordre d'idée. Ouais, il faut faire le calcul, mais ça s'amortit peut-être au bout d'un moment. Ouais, bah sur 10 millions, il y a moyen. T'as un peu de marge, quoi. Tu peux même faire des séances de groupe, t'as besoin. Avec toute la famille. Clairement. Mais il y a des gens qui ont leurs frères et sœurs à l'NCE, tu en connais, toi? Ouais, il y a alors un mec en dessous de ma promo qui s'appelle Azarty, donc là qui est 4A. Son frère est rentré l'an dernier, Cox, il me semble. Ah, mais du coup, ils se sont pas croisés? Non, même, en fait, eux ils sont un peu particuliers parce que donc Azarty et Cox, qui sont frères, ont eu leur père dans l'école il y a quelques années. Ah ouais, c'est carrément l'école de famille. C'est ça. Un peu comme les gars qui vont tous à Polytechnique, et si tu vas pas à Polytechnique, t'as un peu la honte de la famille. Là, c'est pareil, mais avec l'NCE, ça reste plus facile. Sinon, je pense qu'il y en a d'autres. Il y a Baggins, qui lui est maintenant 2A, va rentrer en 3A. Son frère est arrivé l'an dernier aussi. Pinky. Jeune par rapport à moi. Du coup, tu leur as demandé s'ils étaient choqués. Je pense pas. Je pense qu'ils sont suffisamment ouverts et. Ils savaient peut-être déjà, ils avaient entendu des histoires. Oui, de toute façon, ils sont suffisamment. Limite, c'est pour ça qu'ils ont voulu venir. Peut-être. Non, mais alors, de ma promo, comme ça, je sais pas. J'en oublie sûrement. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu des frères et sœurs. Je crois que Cerise, elle est passée après son frère. Je crois que son frère, c'est Matt Tri. Ah bon? Alors, je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais je crois qu'il y a une connerie comme ça. Invente des liens de parenté. Je crois qu'il y a une connerie comme ça. Non. Mais tiens, en parlant de famille, toi, t'as eu beaucoup de parrains, filiaux. Ouais. T'es dans une grosse lignée. Alors, j'ai été un peu. Enfin, j'ai demandé beaucoup de parrains à ma première année. Il vient de faire un symbole d'entonnoir. Ouais, c'est ça. C'est là que j'ai eu pas mal de parrains et j'ai encore plus de filiaux. Je crois que je suis à quasiment la 50aine de filiaux. Et, 50aine? Ouais, j'en parle pas. Mais attends, mais je connais même pas autant de gens dans ma vie. Ça s'est passé. Enfin, il s'est passé ce qui s'est passé. Non, bon, du coup, je vais pas te demander de tous les citer. Je suis capable, par exemple, bêtiques, on va inverser. Non, pas du tout. Je commence par Wadidi. Non. En gros, ce qui s'est passé en ma première année, en arrivant à l'IE, en gros, ça a été un peu pas la renaissance, mais je me suis vachement ouvert aux gens. Autant les 2-3 A, quoi. Tu sortais de prépa? Ouais. Mais prépa, même de ma vie en général, je pense que j'étais un peu pas propre sur moi, mais un peu. Genre, c'est un truc négatif d'être propre sur ça? Non, mais je veux dire, je sais pas forcément faire n'importe quoi ou ce genre de choses. Et je me suis beaucoup lâché en. T'étais réservé? Ouais, très. Et on me réservait aussi un peu. C'est-à-dire que mes potes d'avant étaient avaient une grosse personnalité. Et c'est pas qu'ils écrasaient, c'est que. T'étais dans l'ombre, quoi. Ouais, c'est ça, je suivais un peu les gens. Ok. Et j'ai un peu changé de pattern. Je trouve pas mes mots, c'est parfait. J'ai un peu changé de comportement en arrivant à l'île. Je mets mes lunettes de psy et tout. Et donc, votre parent, comment ça se passe? Et non, mais ça a été rapidement des grosses déconnades et je me suis lié à plein de personnes rapidement. Après, t'as des liens qu'on garde pas forcément avec mes parents, avec qui on s'est éloigné, avec lesquels on s'est éloigné. Certains on s'est encore rapprochés. L'ouverture au master a pas forcément facilité les choses, puisque j'avais des parrains 3A qui sont partis genre juste après en master ou en stage. Et du coup, c'est des gens que j'appréciais beaucoup et que j'ai pas forcément eu l'occasion de revoir. Et au FIO, ce qui s'est passé, pareil, j'ai essayé de m'ouvrir très rapidement aux plus jeunes en faisant des choses. Et ça a marché a priori. Il y a des gens qui sont venus me voir parce que. T'as participé à l'intégration. Ouais, en fait. T'as fait les activités et tout. Ouais. C'est ça. En fait, j'étais presse de Radioactive. Donc j'avais un stand sur la soirée des assos. Ouais. Et au final, j'étais assez actif dans
plusieurs assos autour. Je changeais un peu chaque année en fonction. Enfin, j'avais 2-3 assos principales, mais sinon je gravitais un peu autour d'autres assos en fonction de mes délires, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais jamais fait auparavant et ce que j'avais envie de faire. Et du coup, les gens me voyaient au début de l'année, me voyaient assez souvent. Ça crée des liens aussi. Il y avait la campagne BDE qui a joué. Les gens savaient que j'avais fait une campagne. On a perdu. Mais, bienvenue dans l'équipe des perdants. Yes, yes, j'en connais beaucoup. Et du coup, les gens, par exemple en ma 2A, il y avait une liste qui se montait en septembre-octobre, et à la BTP, j'avais un lien plus fort avec une des listes, et du coup, il y a eu le paquet ensemble, ils sont venus un par un demander des liens, quoi, ce genre de choses. Et du coup, paquet par paquet, ça augmente. T'as aussi les liens avec les assos, genre quand tu recrutes dans une asso, il suffit que tu sois un peu actif, que les gens t'apprécient, et ils viennent te voir, quoi. Pour être leur parrain. Yes. On parle toujours de ça. Ouais, toujours dans ce sens-là pour l'instant. J'étais pas sûr. Mais j'ai fait la même chose en fait, j'ai fait la même chose en demandant mes parrains, c'est-à-dire que quand j'ai trouvé des points communs assez intéressants, enfin même motivants en fait, je suis allé les voir et je leur ai demandé. Et du coup, c'est quoi pour toi la relation de parrain-philo? Tu les aides dans leurs cours, tu les aides dans les assos, ça dépendait des gens, parce qu'au final certains on s'est mis en parrain-philo comme ça, on s'appréciait, mais il n'y avait pas trop d'attaches, enfin, c'était juste des points communs comme ça. Mais sinon, oui, ceux avec qui j'ai bien gardé contact au long de ma scolarité, c'était autant au niveau des cours que des conseils pour les filières, que pour les assos. En fait, pour Carrier Asso, donné des conseils, ce genre de choses, pour même aider en général sur des problèmes un peu plus perso parfois. C'est les gens qui essaient. En fait, c'est une question, moi je suis ouvert, c'est avec des points communs, la personne en face est ouverte aussi, et voir ce que tu peux échanger avec ces gens-là. Voilà. Salut. Et ben c'était Afterlife. La partie sérieuse. Non mais ouais, je suis pas au niveau de Kong qui doit avoir plus d'une centaine de fios, je crois. Oh la vache. Ah, ça. Putain, mais moi j'en ai même pas 6 et j'avais du mal à tous les nommer quand on m'a posé la question. Je dois avoir du mal à tous les nommer aussi, si je te rassure. Enfin, c'est pour te rassurer quoi. Ah, moi je suis pas très investi dans les relations de parrain-philo, mais j'étais plutôt du genre à aider n'importe qui me demande, on va dire, sans forcément avoir besoin d'officialiser une relation avec un contrat. Si tu veux, c'est un peu plus ces démarches-là qui a été récompensée par contrat en quelque sorte. Tu t'es rapproché des gens, ils t'ont demandé des trucs, t'as aidé, et certains... Je sais pas, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça a marché pour certains. Après, on n'est pas tous pareils. Hein, non, c'est sûr. Mais j'ai pas besoin d'avoir un lien avec quelqu'un pour pouvoir l'aider, tu vois. C'est pas le but, c'est pas le... C'est quelque chose qui est très lié à l'IE en fait, le parrainage. En fait, dans toutes les écoles d'ingé, il y a ce principe, mais je sais pas si dans les autres écoles c'est aussi familial. Ouais, je pense pas, parce que c'est quelque chose. Encore une fois, comme c'est très gros, les gens vont peut-être par asso, par intérêt commun très fort. Là, ça peut être juste par personnalité en fait aussi. Tu apprécies la même chose qu'une autre personne, tu déconnes très fort avec une autre personne. Il se passe ce qui se passe, hein, tu sors avec elle. Non, pardon. Ça va, on l'a tous fait. Oui. Non. Changeons de sujet. Yes. C'était un peu gênant. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vraiment remarqué, genre une différence que tu as remarqué entre le travail d'ingénieur informaticien et ce qu'on t'a présenté comme étant le travail d'ingénieur informaticien à l'école? Quel est le truc qui t'a le plus marqué dans la vie professionnelle en fait? Je sais pas, je saurais pas dire à quoi m'en préparer. Après, je suis pas forcément. J'ai pas l'impression qu'on nous formate forcément un poste d'ingé particulier. Dans ma filière, j'ai fait Jean en 3e année, et RVSI. Les profs se présentaient pas comme étant des profs, se présentaient comme étant plutôt des gens avec qui on pouvait discuter, pas nos égos, mais presque, tu vois. Ouais. Donc ils étaient relativement ouverts. Le but c'était vraiment de s'entraider, de progresser ensemble. Et c'était une ambiance relativement. Enfin, c'était cool quoi, comme ambiance, c'était pas prise de tête, c'était pas sous pression. Bon, la pression elle venait du fait on avait la tête sous l'eau au niveau des projets, mais quand t'arrives dans la filière, tu le sais. Mais c'était ouvert, c'était pas prise de tête. Et c'est quelque chose, c'est la même chose en fait. Maintenant, t'es dans une ambiance aussi comme ça. Ouais, c'est ça, on déconne beaucoup. Y a pas, le fait qu'on se connaisse, pour la plupart, en tout cas, ça aide aussi à avoir quelque chose de plus ouvert, plus calme, détendu, c'est ça, plus détendu. Et les autres on a des gens qui sont avec nous qui sont très, pareil, dans le même mode de pensée, dans le même style de vie, donc il y a peu de choses de. Ouais.
Après, ouais, en plus, si tu fais de l'innovation et de la recherche, t'es pas forcément avec des deadlines très précises. C'est ça. On en a quelques-unes quand même, genre les salons, genre les clients. Pas de projet pour un client dans la semaine prochaine, vite faut finir, on n'a pas le temps. Non, c'est ça, il n'y a pas de. C'est ça, donc c'est vraiment. C'est ma première expérience professionnelle, du coup, je connais pas forcément tous les aspects qui existent, mais là actuellement, je retrouve un peu le mood dans lequel on était à la fin, en troisième année, en dernière année. L'ambiance. Ouais. Le mood. Parce qu'on est un peu franglais ici. Ah, il faut parler innovation. Les buzzwords. Innovation, yeah. So do you want to continue this podcast in English now? Non. No, you don't want to? Okay. J'ai pas la foi de le faire. Je suis un peu fatigué, je t'avoue. T'as pas l'anglais fluent comme ça? Si, mais pas... je t'avoue que j'écris déjà toute la journée des papiers en anglais. Alors j'ai pas forcément la foi le soir de continuer. Ah ouais, t'écris des CIR? Non, j'écris des... Non, les CIR c'est en français. C'est en français en plus. C'est en français, non, c'est les autres papiers... soit pour des gens de notre boîte à l'étranger qui veulent intégrer ce qu'on fait dans leur truc, dans leurs produits en fait, et du coup tu écris toute la doc en anglais, ce genre de choses, ou même les publications. Là j'en ai publié une, enfin j'ai postulé pour en publier une la semaine dernière, et du coup c'est de l'anglais tout le temps. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui sont publiques et ou open source? Notre projet est open source. Votre projet est open source. On monte un consortium justement pour le rendre open source, pour que les boîtes puissent y avoir accès, même pour que n'importe qui puisse y avoir accès. Donc, moi là je peux utiliser votre techno, trouver un bug et vous soumettre une pull request. Yes, tu peux même... En fait, la techno c'est le procédé d'échange entre un client et un serveur pour de la VR. Rien ne t'empêche, une fois vu qu'on a des papiers qui expliquent comment on l'a fait, rien ne t'empêche de réimplémenter la chose toi-même. Oui, mais j'imagine que c'est quand même plus simple d'avoir une librairie toute faite. Clairement, tu peux prendre ta librairie, tu peux totalement le bouger toi-même. Et si je veux le faire évoluer, il y a moyen. Ouais, d'accord. Et il n'y a rien que vous faites comme ça qui est privé ou qui est plein de choses autour. Il y a plein de choses autour. Mais en fait, si tu veux, le cœur du produit, c'est vraiment le procédé d'échange, la méthode d'échange entre le client et le serveur. Qui elle est open source, du coup, si j'ai bien compris. Et on va avoir plein de petits outils avec nos partenaires commerciaux. Par exemple, intégrer des jumeaux numériques dans le serveur. Le jumeau numérique, pour expliquer ce que c'est tu as un objet réel qui va subir un certain nombre de contraintes, qui va subir la température, des pressions, ce genre de choses. Tu vas avoir exactement le même objet d'un point de vue numérique, donc la même forme, sur lequel on va pouvoir retrouver les différentes mesures en fait, des différentes contraintes, de ce qui subit en fait. Donc, si je sais pas, tu as un robot avec des bumpers qui sont activés parce qu'il est contre un mur, tu vas avoir ces informations-là sur le c'est un avatar en fait. Ouais, c'est un avatar, mais je sais pas comment. Quelle est la différence C'est pas vraiment. C'est peut-être un peu trop flou comme terme avatar. C'est pas une représentation, c'est vraiment un jumeau dans le sens que c'est la même entité, mais l'avatar, tu vois, c'est une représentation d'un utilisateur dans un environnement qui n'est pas le tien. Ouais. Et donc tu peux totalement changer ta forme, changer ta couleur, changer de cheveux, changer ton aspect en fait. D'accord. Là, c'est vraiment exactement la même représentation, le même objet, juste numérique, et avec lequel tu vas pouvoir récupérer toutes les informations, comme si tu étais sur l'objet réel. Dans un environnement qui correspond à l'environnement réel aussi. Pas forcément. Même pas Typiquement, tu as un robot, une voiture dans la rue sur lequel tu as des capteurs, tu as la vitesse des roues, tu as la température du moteur, ce genre de choses. Okay. Tu peux avoir une voiture qui va avoir les roues qui tournent à la même vitesse, qui va avoir la même température de moteur, qui saura qu'on l'a portée ouverte. Dans un environnement 3D. Yes. Et du coup, ça sert à quoi? Alors, par exemple, faire joli sur le tableau faire de la review de produits, par exemple, tu as des gens qui vont pouvoir designer des produits, je sais pas, t'as une boîte qui fait des bateaux, et donc t'as une boîte qui fasse des bateaux, qui a besoin de passer un câble électrique tout au long du bateau pour l'alimenter. Ils ont besoin, par exemple, de savoir où ils peuvent le faire passer, où ils ne peuvent pas le faire passer, où il faut que d'autres métiers interviennent. Par exemple, si tu as un architecte qui veut poser une plaque de fer de 15 cm d'épaisseur, de métal de 15 cm d'épaisseur à un endroit, et qui laisse pas de trou, ta plaque tu l'enlèves et tu la jettes, Et comment vous créez un double numérique d'un objet? En général, c'est pas nous qui le créons, on récupère d'une boîte qui a modélisé ses propres objets. Et donc nous on le met dans un environnement collaboratif. Oui, le but c'est vraiment de créer la collaboration autour de quelque chose qui existe déjà. Pour ce genre d'objets. On va pas pouvoir créer, on remplacera pas le métier des autres personnes. On est là pour les accompagner. Vous êtes là pour donner une infrastructure centrale en ligne qui permet de mettre en commun plusieurs trucs. C'est ça. Et que les gens puissent collaborer à distance ou en
colocal. Okay. Et du coup, on a des connecteurs avec des partenaires qui on va pas donner on va pas laisser ça open source. On aura aussi du service, puisque vu qu'on a inventé la techno, on est expert sur la techno, on va pas se mentir. Ouais. Et du coup, si des gens veulent mettre ça en place, ou veulent, je sais pas, créer de nouvelles choses, ou ont des problèmes, ou veulent créer des solutions qui sont propres à leur boîte, et ont besoin d'aide, on sera là pour les aider. Et du coup, vos sales, vos commerciaux, quand ils démarchent des clients et des trucs comme ça, c'est ça en fait qui leur présente, c'est la capacité à utiliser votre techno dans une application particulière pour leurs besoins. Actuellement, on est toujours dans la recherche, on est toujours dans la création du consortium. Donc là, n'importe quelle boîte peut rejoindre. Donc à ce moment-là, elle n'aura pas besoin d'acheter d'outils, elle n'aura pas besoin d'acheter les premiers, tout sera open source pour elle, elle pourra accéder à ce genre de choses. Donc nos commerciaux sont plus dans la démarche, venez nous aider, venez avoir un impact dans le consortium. Et vous aurez accès à des choses. Ils ne sont pas dans la vente pure en pas fait, pour l'instant. Ils cherchent des partenaires yes. plus que... Ouais. Okay. C'est pas le but de vendre du produit fini, c'est pas notre pour l'instant, vu qu'on est dans une démarche vu qu'on a redéfini pas mal de choses sur des concepts de VR qui existaient déjà, qu'on les redéfinit pour l'environnement collaboratif générique. On a une montagne de taf assez conséquente, et du coup d'un point de vue, on est plus dans la recherche de ressources et de gens qui veulent s'impliquer là-dedans que d'acheter notre produit, on va faire de la thune. C'est pas le but pour l'instant. Très bien. Et est-ce que vous avez vous recrutez des jeunes en stage ou des choses comme ça, ou est-ce que vous avez que des profils plus confirmés, on va dire? Alors, comme je te disais, actuellement, moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé il y a 1 an et demi. Au moment où je suis arrivé, on a eu un stagiaire de l'IMAG qui est arrivé aussi, en stage de 6 mois, il a été recruté derrière. Donc, on a... Vous formez aussi des gens... On a Chrome là qui est actuellement en stage de 3A, on verra ce qu'il advient après. On recrute, on prend pas mal de stagiaires, que ce soit des stagiaires 2A, 3A. On a pris du 2A, on a pris du 3A. Vous allez au forum ou c'est juste par connaissance Actuellement c'est connaissance. Forum, vu que j'y étais impliqué, je sais comment ça marche. On essaye de venir notre boîte. Tu sais que ça vaut pas le coup? Si, je sais que ça vaut le coup. Justement, en fait, nous, vu qu'on recrute pas forcément que des 3A, je sais que ça vaut le coup. Le truc, c'est qu'il faut arriver à convaincre les RH, arriver à convaincre les gens de payer en fait leur place. Ouais. C'est pas forcément gagné. Et après, vu que on joue sur le fait, on essaye de jouer sur le fait qu'on est nombreux à venir de l'école, qu'on est nombreux à avoir prouvé. C'est sûr que ça aide. C'est ça. Du coup, vous avez plus de points de contact dans l'école, vous avez plus de relations, mais plus le temps va passer, moins vous en aurez en fait. Au-delà de ça, on a prouvé que notre école, elle arrive à sortir des gens qui ont des compétences, qui sont capables de faire ce qu'ils attendent. Donc autant être dans un milieu confirmé que de prendre une école qui, ok, a la réputation de sortir des gens bien, mais au final, on n'a personne de là-bas. C'est un peu la même chose pour la taxe d'apprentissage. Au final, on essaye de les convaincre de payer chez nous parce que nous, on est venus chez eux. C'est un peu... donnant, là, clairement. Franchement. Voilà. Ok. Non, ouais, c'est ça. C'est un peu, on essaye de valoriser l'école. En fait, c'est nous valoriser aussi, de valoriser l'école. Bah, c'est vrai, c'est valoriser le diplôme que t'as cravaché pour avoir. C'est ça. Si tu arrives à prouver que les gens qui continuent de sortir de l'école sont bons ingénieurs, toi ton diplôme il perd pas en valeur. Clairement. Alors que si les gens qui sortent ils commencent à devenir complètement nuls pour une raison ou pour une autre, l'alcool, toi, même si toi c'était pas le cas non, quand tu sors, toi t'es impacté. Surtout que je suis sorti suffisamment récemment pour être très impacté en fait. Chez Promo 2017, ça fait 2 ans, c'est ça. Je suis mauvais en maths. Du coup, j'ai moins de 2 ans d'expérience pour l'instant, je suis impacté. Je suis pas assimilé à la même génération, mais quand même. En plus, il y a certaines boîtes qui ont carrément des grilles où en fonction de ton école, tu vas être payé tel ou tel salaire. Ils savent de combien ils vont t'augmenter pour tout le reste de ta carrière en fonction de ton école. Tu as des classes A, B, C. Ça je trouve ça ouf. Parce que peu importe ton niveau au sein de l'école, t'es dans cette grille et t'en sortiras pas. Il n'y a pas moyen. On a ça ici en fait. GFI fait ça en priori pour les consultants. Nous on a tous été pris au même prix. L'IMAG qui est devant nous, on a eu le même salaire qu'eux. Vraiment la partie innovation, on est quoi, 40. On est un peu privilégié par rapport au reste de la boîte. Nos managers ont négocié des choses pour nous que les autres n'ont pas forcément. Ah bon? Ouais. Genre juste ici quoi. Alors que les autres sont dans des bureaux avec des pare-feux comme tu veux. Ici c'est vraiment chill. J'ai un baby-foot là-haut, j'ai très important le baby-foot. Clairement, c'est la pause tous les jours baby-foot.
Je crois que je suis le meilleur de mon bureau. Je ne me montrerai pas. Le mec, il s'entraîne et tout, clairement. Non, j'ai pris un niveau, par rapport à quand je jouais à l'IE, à l'époque de l'IE et mon niveau maintenant, il y a une vraie différence en fait. C'est l'expérience. C'est l'expérience de tous les jours. Enfin, tu apprends des nouveaux coups, tu apprends à jouer. Moi, j'ai beaucoup joué au baby-foot à l'école aussi. Mais les baby-foot, j'ai pas forcément eu l'occasion d'y jouer tant que ça. On en avait déjà un qui était monopolisé par M-Black, qui tu vas pas le connaître, c'est encore un mec au-dessus de la pro, enfin genre. Donc Sisa maintenant. Attends, il s'appelle Une Black. M-Black, tu connais Black M? Au début, je t'ai regardé en mode, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est monopolisé par Une Black. Non, M-Black. M-Black, ok. M-Black. Et qui, tous les jours, tu arrivais en pause, il était sur un baby. Même dans les cours, quand tu séchais, il était sur le baby. Il y en a un à chaque promo. Il était sur le baby. Il jouait tout seul. Il s'entraînait tout seul. Et t'en avais déjà un en moins, du coup, et les gens, il y avait qu'à 4 places sur l'autre, donc il y a pas mal de gens qui voulaient y aller. J'ai joué un peu, mais pas tant que ça. J'étais pas en mode tryhard du baby foot. Ok. J'étais. Surtout que. Et donc là, maintenant, oui. Ouais, maintenant, ouais. Maintenant, ouais. Et le challenge, j'ai l'impression, enfin, faudra demander aux autres si tu les interviews. Ah ouais, je vais interviewer toute votre boîte, là, tu crois? Non, peut-être pas. En vrai, je peux en motiver certains, je pense. Elle donne les contacts. Hein. Je le ferai. Certains veulent juste me voir tomber, me voir pleurer, me voir rager quand je fais. Ils s'entraînent tous les jours pour te battre. Non, mais il y en a. Justement, Julien, il jubile quand je perds ou quand je me prends des sales vieux coups, enfin dégueulasses. Il jubile. Dès que tu te prends un but, en fait, ils en sont là, quoi. C'est ça, c'est de la haine. En fait, je disais que mon taf c'était la bonne ambiance, mais pas du tout, c'est la haine. Les gens me haïssent. Il faut se faire détester au baby-foot pour avoir une bonne ambiance au taf. C'est ça. Comme ça. Il faut un ennemi commun, c'est ça. Comme ça, le jour où vous battez un peu sur une feature, tu fais oui, bah écoute, c'est celui qui met le plus de buts qui gagne. On fait comment, hein? En vrai, il faudrait que je fasse ça. C'est rigolo. Non, mais ça pourrait trop les motiver. C'est là où l'ambiance elle se dégrade, à mon avis. Je pourrais mener une étude sur ça. Non, mais baby-foot, 15h, 15h, 15h30. Parce qu'on est beaucoup à tourner en fait. Enfin, on vient pas tous au même moment. Ouais, il y a tout le bâtiment qui joue. On a un baby-foot pour un peu plus que l'étage. En fait, il y en a 3 dans le bâtiment, je crois, et le nôtre est celui qui a le meilleur état. Mais c'est trop bien. Il faut que je demande à Jam de venir bosser ici. Ils sont où, Jam? Là, en ce moment, ils sont dans un espace de coworking à Répu, mais ils vont bouger dans le même coin, mais je sais pas où encore. Okay. Il paraît. Enfin, on verra. Ça devrait pas être mal là-bas, en vrai. Ouais, c'est stylé là où ils sont, mais c'est un peu petit pour leur équipe maintenant, en fait. Ici, a priori, les avantages, c'est que les bureaux sont un peu chers, ici. Bah ça c'est partout, hein. Les coworking c'est cher. Hein. Ah mais ici c'est un peu plus cher que les autres. Je sais pas trop pourquoi. Hein. Pourtant c'est pas ultra bien placé. Non ouais, le 19e c'est bien mais c'est pas non plus au centre de Paris. Non quoi. C'est ça. Je sais pas, c'est en train de se développer donc Après ça reste cool, hein. Moi j'ai vu dehors un peu le quartier, c'est quand même bien, ça a été tout refait il y a quelques hein. années quoi. Donc t'as le tram, t'as la Villette, t'as la Cité de la Science pas trop loin, t'as tous les commerces, t'as un centre commercial assez énorme. Ah ça doit jouer sur le prix. Enfin, oui, mais non, parce que dans ce centre commercial, il n'y a personne. Tu vas entre mille. Il y a 1000 boutiques, il n'y a personne. Il y a des boutiques. Oui, mais il n'y a pas de clients. On s'en fout qu'il n'y ait pas de clients, c'est vachement bien qu'il n'y ait pas de clients. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui vit ici. Donc, toutes les boutiques, en fait, on souffre un peu de ça. Ça vit entre midi et 2, et après 18h, ça crève. Quoi. Ouais, mais toi, en tant que client, en quoi ça te gêne qu'il y ait personne? Ah non, c'est vachement bien. Moi, non, bah non, justement, si t'as personne, tes boutiques ferment parce qu'elles font pas de thunes, et du coup, t'en as moins après. Ouais, mais bon. C'est la thune, toujours la thune. Si t'as à manger le midi et que tu peux aller au cinéma le soir, voilà. T'as vu l'UGC qui est juste à côté? Bah non, je suis arrivé, j'ai rien regardé. Il y a un UGC énorme qui est là et qui est la plupart du temps vide. Il y a une vingtaine de salles et quasiment vide. Mais encore une fois, quel est le problème? ça peut fermer. Peut-être, mais d'ici là, c'est vachement bien. Tu peux être tout seul dans la salle, tu te mets en plein milieu. Mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord. C'est juste, je me projette un peu et je me dis que ça peut juste. C'est sûr. Je plaisante quand je dis que c'est vachement bien. Non, mais c'est bien, sur le moment, c'est super cool de pas avoir personne dans les rayons, d'être tous. Enfin, après. En fait, il faudrait qu'il y ait des habitations qui se développent un peu autour pour que ça s'anime. C'est ça. Et en fait, il y a trop de lignes de train directement à côté. Je pense que c'est ça qui fait que c'est pas très habitable directement à côté. Il y a eu aussi le fait que c'était un peu mal famé. Enfin, moi, je sais pas trop. Enfin, le 19e n'a pas forcément une super réputation de base. J'habitais pas si loin pendant un moment. La Chapelle, c'est pas loin. C'est pas ouf. Et en fait, c'est vraiment ici que ça s'est commencé à. C'est le seul endroit où je me suis fait piquer un portable.
de toute ma vie. Dommage. Moi, je me les fais pas piquer, je les casse, mes téléphones. De haine. C'est une autre technique. Malheureusement, en sortant d'un after, j'ai explosé un de mes téléphones. Peut-être dans quelques années, ce sera un peu plus... un peu plus développé, je pense. Développé, parce que ils ont commencé par ici, parce que c'est ici qu'il y a le plus d'entreprises. Enfin, t'as le BNP qui est à côté, t'as pas mal de boîtes ici. Après, je pense qu'ils vont essayer d'étendre un peu plus, histoire de faire reculer ce qui peut créer des problèmes. Je sais pas à quel point c'est compliqué, je suis pas urbaniste, c'est exactement. Moi non plus. C'est pas mon taf, je suis ingénieur en informatique. Arrêtez de me demander des choses. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que je fais ici? Qui sommes-nous? Pourquoi on parle d'urbanisme là? C'est pas un podcast d'urbanisme. Non, c'est un podcast. Alors ici, on va mettre un petit géranium. En vrai, justement, une des applications de ce qu'on fait, c'est créer des outils qui permettent à des gens d'aménager des espaces. Que ce soit des espaces extérieurs, des espaces intérieurs. Tu vois qu'il y avait un lien. Tout est lié. Tout est lié. Non, mais du coup, voilà, ça... Enfin, en vrai, le lieu est sympa. Le lieu est vraiment sympa. En tout cas, ça sent la frite, là. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça sent les frites parce que j'ai faim. C'est le barbecue, toujours. Sûrement, ouais. Toujours le barbecue. Non, mais... Je sais plus comment c'était. Ouais, le lieu, voilà. Le lieu. Parfait. Enfin, moi, j'aime bien. Moi, j'ai pas de liste de questions à te poser. Donc non, je sais comment ça marche. Je sais très bien. Je les ai tous écoutés. T'as remarqué que c'était jamais la même chose? Non, oui, clairement. Je sais pas, tu veux que je parle de mon parcours à l'IE, du coup? Plus en détail? Je sais pas si... Non. Parfait. J'ai pas envie. Alors avant l'IE... Non. Si, tiens, comment t'as choisi l'école? Comment tu t'es dit, tiens, cette école d'informatique, je vais y aller? Par dépit, non, pas du tout. Je sais que déjà quand tu sors de prépa, tu as tout le principe des choix et des concours et du ranking que tu vas avoir. C'est ça. Mais quand même, tu as dû quand même la mettre assez haut dans ton classement. Je l'ai mis en premier. En premier. Vas-y, explique-moi cette décision. C'était une école d'informatique en région parisienne, honnêtement. Tu savais que tu voulais faire de l'informatique? Ouais, à ce moment-là, je savais. Tu y avais déjà un peu touché avant? En fait, en prépa, on avait, au lycée, on avait commencé à avoir une option informatique que j'avais prise. Et j'avais trouvé ça assez fun. T'avais fait quoi au lycée? J'ai touché un peu à du Camel, je pense, un peu à du Maple. Bon, Maple, c'est très orienté maths, tu vois, mais ça reste du... C'était en option sciences de l'ingénieur ou Non, c'était une option informatique. Alors, je sais pas si c'est... Je pense que c'était assez propre à notre lycée à ce moment-là. Ouais, c'était pas encore... pas connu ça. Ouais. C'était pas démocratisé. Et c'est notre prof de maths qui nous donnait des cours d'informatique. D'accord. Il a bien fait. Oui, totalement. Et du coup, en arrivant en prépa, donc je suis arrivé dans une prépa qui était assez réputée à Lyon, les Lazaristes. Je me suis pris une grosse baffe. C'était une grosse marche à monter. Souvent, ça arrive en prépa. T'es là, ah putain, j'étais bon quand même, je pense que je vais rester bon. Et ben non. Maintenant, t'es une merde comme tout le monde. Et, en fait, en prépa, elle essayait d'envoyer le maximum de gens à Polytechnique, à Centrale Pas, ou ce genre de choses. Ouais. Donc, et bon niveau, ouais. C'est ça, du très bon niveau. Et moi, j'étais pas forcément dans le moule de cette prépa-là. Alors le problème, c'est que je déteste apprendre par cœur des choses. Enfin, je déteste bouffer de la connaissance. Pour bouffer de la connaissance, c'est pas mon délire du tout. Et du coup, j'en ai chié. À tel point qu'en fin de première année, on m'a dit hey, tu veux pas passer les euros pour cette école, pour l'INSA en fait? Tu pourrais t'épanouir là-bas. Genre, va-t'en. Ouais, on était plusieurs en fait. Sympa. On était plusieurs à avoir. Où les profs nous ont suggéré de faire ça. Ouais. Au final, je suis resté. Et comme j'étais boursier, la plupart des concours aux écoles d'ingénieurs étaient gratuits pour moi. Ou même le fait de rejeter des écoles, genre l'IE, c'était sur le concours de Centrale. Ouais. Mais c'était une école supplémentaire à cocher. Ouais, je me souviens de cette histoire. Ouais. Et du coup, quand plus tu cochais, normalement, plus tu payais. Sauf que j'étais boursier, moi j'ai pas payé. Et du coup, j'ai vraiment regardé toutes les écoles qui étaient disponibles. Et l'IE, j'avais vu la plaquette alpha. Le parcours me plaisait bien. Enfin, informatique, ça me parlait. Région parisienne, ça me parlait. Je connaissais pas Évry avant. Ouais, tu t'es dit, ouais, c'est pareil, Évry, c'est pareil. Ouais, c'est à peu près la même chose, c'est pas trop loin. En plus, si jamais il y a une entrée à Strasbourg, donc ils ont des places supplémentaires. Donc, à ce moment-là, il y avait une entrée. Là, ils ont fermé Strasbourg et puis tu t'es rendu compte qu'Évry c'était la banlieue. Et... ils ont fermé plus tard Strasbourg. Ils ont fermé plus tard. Mais du coup, j'ai fait ça. Je suis arrivé donc aux euros. J'ai passé mes concours. J'ai passé presque tous. J'ai pas dû faire XENS, mais j'ai fait tout le reste. Donc j'ai eu pas mal d'euros. Et en arrivant à mes euros à l'IE, j'ai rencontré Mouilleron, je sais pas si tu le connais, c'est un prof. Je croyais que c'était à la base, je croyais que c'était une sorte de surveillant ou un mec,
pas un homme à tout faire, mais un truc comme ça. Enfin, il avait l'allure de l'homme à tout faire, quoi. Genre le concierge, quoi. Pas concierge, mais enfin, il faisait, pour moi, il faisait pas prof. Il avait l'air relativement jeune. Je me disais, bon, on n'a pas le même âge. Il n'y a pas que des vieux profs. Hein. Non, c'est ça, mais j'étais encore dans le cliché des écoles, tu vois, à ce moment-là. Et j'ai rencontré des gens du BDE qui étaient relativement cool. Ils m'ont pas mal déstressé avant mes oraux. T'as fait des massages ou quoi? Non, on a parlé. Avant, ils ont essayé de me changer les idées avant qu'on y aille. Après, je suis resté pas mal discuter avec eux. Premier degré la réponse. Quoi. Mais clairement, je suis premier degré. Pas de massage, non. Non, j'aime pas les massages. Ouais, j'ai une réputation de mec qui se fait toucher et qui touche les gens, autant arrêter, quoi. C'est vrai. J'ai gagné le Guet d'Or parce que j'ai mérité mon Guet d'Or, on va dire. Je le méritais bien. Mais non, et ça s'est super bien passé. Enfin, mon oral de physique c'était un peu laborieux, mais on m'a dit ouais, c'est normal, tu viens l'IE, c'est parce que la physique c'est de la merde. Enfin bref, enfin, c'est pas la physique, faut pas faire ça. Les maths ça allait, l'anglais je suis tombé sur un sujet pourri, mais bon, ça allait aussi. C'est un sujet sur lequel j'avais pas grand chose à dire, c'était les armes autonomes ou ce genre de choses. Bon, en gros, ça s'est bien passé. Quoi. Ouais, donc j'étais admis, j'étais plutôt content. En fait, t'es admis au premier tour. Ouais. T'as dit oui direct? Ouais, je dis oui direct. J'attendais la réponse en fait. J'attendais tellement la réponse que j'avais spot un mec sur Facebook qui aussi postulait, qui était que j'avais repéré dans le classement, qui était en dessous, avant moi, plus bas que moi dans le classement. Les combines quoi. Et je me suis dit de toute façon, lui, je vais me réveiller le matin, je vais machinalement aller sur Facebook, je sais pas quoi voir. Et dans le doute, s'il sera pris, s'il est pris, il aura laissé un gros message. Ça a pas manqué, le matin je me suis réveillé, je suis allé sur Facebook, il était pris. Donc je me suis dit c'est bon, c'est gagné. Je suis allé voir et en effet j'étais pris aussi. D'accord. Moi j'avais mis l'NCE en 3ème quand même parce que je m'étais dit bon, sur un malentendu je mets de très grandes écoles avant. Tu voulais quoi en premier? En premier, mais j'avais vraiment mis Centrale Paris et Mines Paris, un truc comme ça. Mais c'était vraiment en mode si jamais quoi. Ouais, si ça passe. Mais en vrai, je voulais l'NCE aussi parce que c'était une école d'informatique. Je savais que je voulais faire soit de l'informatique, soit de l'électronique. Je voulais bosser dans ces domaines-là. Et l'NCE était pas très loin de chez moi en plus. T'étais où à la base? Moi j'habite à Morsan-sur-Orge. Enfin, j'habitais. C'est une petite ville pas très loin d'Evry. Donc j'ai pu ne pas payer d'appartement pendant mes études c'est pas mal, dans cette école. Sur Orge, ça fait très RERD. Mais c'est RERC en fait. Ok. Mais RERD est pas loin non plus. Le cliché du RERD quoi. Enfin... Bah ouais, c'est dans le coin quoi. En fait, en voiture, il y en a pour un quart d'heure à aller à Évry. En transport en commun, il y en a pour 45 minutes. Voilà, le banlieue à banlieue, c'est vraiment pas la joie. C'est un peu la mort. Donc souvent, j'allais dormir chez des potes à Évry ou je me démerdais pour rester. Ouais. T'étais du genre quand même à rester le soir? Ouais, j'essayais de rester quand même, même si je devais rentrer chez moi et que c'était galère avec le bus. J'essayais de rester la plupart du temps, je dormais chez des potes quand je pouvais. Et sinon, ouais, je rentrais chez mes parents, c'était un peu long et chiant, mais c'était toujours mieux que de devoir raquer pour un appart. De toute façon, ils n'auraient pas pu me payer un appart, je pense. Donc, j'étais bien content que je trouve à côté, tu vois, parce que sinon c'était commencer à faire des prêts et tout. Donc, non, moi j'ai fait un prêt étudiant pour aller à l'IE, tu vois. J'ai voulu être autonome rapidement, autant d'un point de vue appart. Je voulais décharger mes parents en fait. Donc j'ai fait un prêt, faut pas hésiter. Je pense que c'est un truc sur lequel faut pas vraiment hésiter. Si tu sens que t'en as besoin, si tu. Et tu regrettes pas du coup, j'imagine. Non, je pense que j'aurais. Là, tu es encore en train de le rembourser. Ouais, j'ai commencé à le rembourser quand j'ai commencé à taffer du coup. Direct. Non, un peu avant. J'ai un peu avant. En stage. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais pris pour. Alors en théorie, j'en ai pour 5 ans pour le rembourser. Ouais. Mais je pense je vais faire de l'anticiper, donc j'ai de l'anticiper sans frais. Voilà, c'est des termes un peu techniques, mais je connais pas. Je me suis pas intéressé du coup. Mais enfin, je vais en avoir pour moins de temps que ça, parce que ça représente pas grand chose. Mais du coup, t'arrives quand même à mettre de l'argent de côté, de faire des économies en plus de rembourser le prêt et de te payer ta vie, ton appart et tout ça. J'essaye de faire ça. Après, c'est pas grave si je suis à zéro. Enfin, entre dépenses, prêts, et fin du mois, c'est pas le but. Enfin, comme a dit un vieux une fois, Slurp. Être ingé, c'est être pauvre mais faire des trucs. Ouais. Avoir de l'argent pour pas. Ça dépend. Moi, je fais pas grand chose, du coup, j'arrive à mettre pas mal d'argent de côté. Non, j'essaye d'en mettre de côté, mais j'essaye quand même de pas me priver en fait. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais en fait, ça m'est arrivé à un moment de faire une année sans travailler. D'accord. Grâce à l'argent que j'avais mis de côté. C'est pas con, honnêtement. Et du coup, c'était vraiment bien et j'ai vraiment shifté totalement ce que je faisais pendant cette année-là. T'as pas eu de pression du coup, parce que t'avais de quoi tenir un petit peu. Par contre, à la fin de l'année où je faisais rien, il me restait vraiment genre de quoi vivre 2 mois.
Et ça commençait à devenir pressé de trouver un travail, donc je me suis remis. Et donc sur la fin, c'était un peu stressant à cause de ça. Mais sinon, ouais, je me sentais bien libre pendant un an, c'était cool. C'est pas mal. Ouais. Mais du coup, non, là, ça va. Ça représente quoi? Alors, je dis ça un peu. Ça prend que 200 € par mois à rembourser, honnêtement. C'est un trou de 200 €, c'est pas anodin, non, mais c'est pas le gros truc qui fait mal, quoi. En tout cas, si tu gardes un niveau de vie pas débile, c'est-à-dire que tu commences pas à t'acheter des Rolex et des Porsche, a priori c'est carrément tenable, quoi. Ah, mais quoi, si tu t'es pas acheté une Rolex, tu vas rater ta vie. Moi je suis dans l'idée de garder peut-être pas un niveau de vie étudiant, mais de garder les bonnes habitudes, de pas acheter des trucs tout le temps, tu vois, de pas dépenser tout le temps. Bah, c'est pas le but, parce que voilà, je pense qu'il y a mieux à faire que se payer tout le temps des sorties en boîte ou des trucs comme ça. Non, je comprends totalement. Je suis vraiment éviter de gaspiller, l'optimisation, on va dire, à ce point-là, comme ça. C'est pas vraiment de l'optimisation, de temps en temps je me fais quand même un peu plaisir, mais c'est éviter de gaspiller. Je pense que par rapport à la plupart des gens, je fais vraiment pas grand chose parce que je me divertis beaucoup par moi-même avec des trucs gratuits. C'est vachement bizarre ce que tu dis. Je me branle chez moi. Non, mais voilà, je crée des trucs. Déjà, ça me prend pas mal de temps et ça me divertit beaucoup. Et je passe beaucoup de temps sur internet. T'es ça coûte rien. En fait. T'es autosuffisant. Ouais, voilà. Je joue à des jeux vidéo, je regarde des films piratés. Et du coup, voilà, tout ça coûte très peu. Ça, je suis passé à Angers, j'ai arrêté de pirater. C'est mieux avec. Enfin, je sais pas, j'ai eu la. Des fois, je paye mes films. Par exemple, je paye Netflix. Quand il y a des films sur Netflix, je les regarde sur Netflix. Okay. Et des fois, il y a des séries qui sont pas sur Netflix, ils sont sur d'autres trucs, ou alors des films que je veux absolument voir maintenant, donc je les regarde en mauvaise qualité, je filme en caméra, parce que j'en ai marre de me faire spoiler et que je veux le voir, tu vois. Et que j'ai la flemme d'aller au cinéma. Bon, je conseille pas à tout le monde de le faire, c'est vraiment peut-être pas la meilleure idée, mais... Le 480 sous-titré chinois, le fameux. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que de manière générale, genre, pareil, si j'achète un jeu vidéo, je vais le poncer pendant des mois, et du coup, c'est vraiment... Tu rentabilises ton temps, quoi. Ouais, pour 40 €, je vais jouer 90 heures, des trucs comme ça, donc c'est vraiment pas cher comme activité par rapport à... Je connais des gens qui... vont au cinéma une fois par mois, enfin par semaine, pardon, puis à côté de ça sortent souvent boire des coups. Il y a des gens qui en ont besoin. Moi j'ai pas cette envie-là tout le temps. Ouais. Je suis assez casanier en fait. Et ça surprend pas mal de monde d'ailleurs parce que comme je suis assez extraverti et j'ai tendance à beaucoup parler, les gens ils sont vraiment surpris de voir que je suis du genre à rester chez moi à rien foutre. Je suis surpris. Oh là là. Pardon. Non, mais je te connais pas assez pour... Ça m'arrive de surprendre les gens comme ça qui se disent « Ah bon, toi t'es comme ça. Bon, ok. » Ouais, moi je fais un peu des deux. Honnêtement, il y a des moments où je fais pas grand chose. Enfin, je reste chez moi, je fais des choses chez moi, et il y a des moments où je sors pas mal. Enfin, c'est un équilibre que j'essaye d'atteindre. Enfin, dont j'ai peut-être besoin, quoi. Moi, ça m'arrive par petites périodes de sortir, en fait, je pense. C'est vraiment genre, je rencontre un nouveau groupe d'amis, des trucs comme ça, et puis je vais commencer à sortir un peu avec eux, faire des trucs, et puis après... Pause. Après, ouais, ça se calme, tu vois, et puis finalement, ça me réarrive 6 mois après, mais c'est assez ponctuel, quoi. Après, t'es peut-être le profil créatif, et du coup, t'as besoin de temps pour t'exprimer au genre de choses. Comme tu disais, ouais, je crée beaucoup de trucs chez moi, je dessine, je crée des applis, ça m'arrive de faire des BD, depuis très longtemps j'en ai pas fait, mais ça m'arrive. Et ouais, du coup ça demande du temps, et ça demande du temps au calme chez soi, et du coup, je comprends totalement. Ouais. C'est gratuit. Moi je suis pas talentueux, du coup je paye pour avoir des choses, tu vois. Ah non, mais c'est juste une question de temps passé, on va dire. Tu sais, le dessin, je pense que tu as déjà dû le lire dans certains blogs de dessinateurs. C'est un truc assez énervant de dire le dessin c'est un talent. Parce qu'en fait, non, c'est de l'entraînement, c'est comme tout. En parlant de dessin, j'ai commencé à me mettre sur un tuto, justement, un mec qui publie des tutos gratuits pour apprendre à dessiner, en fait, depuis hier soir, tu vois. Depuis hier soir, je me suis mis dessus. Et ouais, bah tu devrais vraiment passer du temps dessus parce que c'est super cool. Après, mec, tu peux faire des trucs à plusieurs. Encore des phrases à pas sortir hors contexte, mais tu peux faire des dessins à plusieurs, c'est vraiment kiffant, je trouve. Créer des trucs ensemble. Ouais, un ensemble, c'est ça. Ouais. Je pense, mais je suis pas à ce niveau-là, Il n'y a pas de besoin de niveau, c'est plus une question de capacité à improviser, ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très nuls en dessin, qui improvisent super bien et qui ont du coup
comment dire, cette vision d'un truc qu'ils veulent faire ou d'un truc qu'ils veulent compléter sur le dessin d'un autre. Et même si c'est pas du truc super chiadé Léonard de Vinci, bah il y a quand même un truc, quoi, il y a quand même une intention, et c'est ça qui fait l'intérêt du dessin derrière. Je suis plus du genre à faire commencer des dessins en faisant autre chose sur mon fond de cahier, et en fait à regarder, le faire s'étendre sur la page en entier, de plus voir ce que j'ai dessous écrit. Tu fais des doodles? C'est ça que je faisais des doodles à l'époque. Non, là je parle sur n'importe quoi. Genre hier j'ai dessiné un vie du coyote, tu vois, sur ouais. J'étais en train de faire autre chose, je crois que j'étais au téléphone avec ma banque ou un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai besoin de faire autre chose, quand je suis concentré, et donc j'ai dessiné machinalement n'importe quoi. Il y a un vie du coyote qui en est sorti, il y a une sorte de poulet qui en est sorti. Ça m'arrive de dessiner en réunion beaucoup aussi. Quand j'ai besoin d'écouter et que j'ai pas un truc à faire avec mes mains, je me mets à dessiner tout de suite. Non, mais j'ai la même pathologie. Oui, nous avons des pathologies. Nous sommes bizarres. Le même réflexe, on va dire. C'est ça. Bon, on arrive un peu à la fin de 1 heure là presque. Ouais, et on en est à 56 minutes d'enregistrement. Yes. On va pas tarder à couper, mais du coup, pour conclure, en général, je demande à ce qu'on me pose une question. Vu que moi je te pose des questions pendant 1 heure, est-ce que toi tu as une question à me poser en retour pour conclure ce podcast? Surtout et n'importe quoi. Ouais, franchement, sur n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on t'a déjà posé comme question? Ouais. Regarde les autres podcasts. Ouais, non, mais je sais, mais je les ai écoutés, mais. Je me rappelle plus, mais peu importe, même si tu me reposes une question qui a déjà été posée, c'est pas grave. Ça fait 5 ans que t'es un peu plus. De quoi? Que je suis sorti de l'école? Ouais. Je suis sorti en 2012. T'as connu autant? Ouais. Tu l'as connu toi? Non, alors je l'ai pas connu. T'as connu la légende? Non, c'est un autre truc encore. Je bossais pour l'Inédit, la boutique de l'école, ça devait pas exister à ton époque. Si, ça commençait. Et en gros, en 2e année, j'étais avec Senseo à ce moment-là, y a un mec qui débarque dans la boutique, qui parle fort, qui écrase, et personnalité super écrasante, genre en mode il arrivait en Terraconquis, je sais pas quoi, ouais, c'était lui, mais je le savais pas, on ne connaissait pas, tu vois, c'est la première fois qu'on le voyait. Et il faut préciser qu'il est pas tout jeune aussi. Ah non, il est pas jeune, mais il me raconte. Et il a commencé à parler comme si on le connaissait, et pas du tout. Et du coup, on arrive à lui faire dire qui il est, donc Autain, bizarre, je connais ce nom, j'en ai déjà entendu parler, je sais pas qui c'est, enfin voilà. Je l'ai mentionné une fois dans un podcast, je sais plus avec qui. C'était il y a un moment, et du coup il nous a commencé à nous déblatérer des trucs sur les jurys, enfin il était là pour un jury de diplôme du coup. Autant ouais, je crois, un truc comme ça, et il nous a parlé du fait qu'avec certains collègues il était là pour relever le niveau de l'école, pour empêcher certaines personnes d'être diplômées, pour qui s'appelait quoi, les faucons ou les aigles, l'escadrille des faucons. Ouais, non, il est grande gueule, c'est tout. Et franchement, c'était un prof extrêmement étrange parce que bon, il est à moitié sourd, donc comme tu disais, il parle très fort, ouais, c'est pour ça en fait. Ah d'accord. Il n'entend rien d'une oreille. Pas du tout. Donc en fait, quand il est tourné dans un sens, tu peux crier dans la salle, il n'entend rien. S'il est tourné avec l'oreille cantante du côté tableau, il n'entendra pas. C'est le Dahu auditif en fait. Ouais, il y avait Tata qui s'amusait beaucoup avec ça. Il faisait, il balançait des sons avec son portable au bon moment pour le prof, il n'entendait rien. Bref. Et attends, je sais plus ce que. Et en gros, il a débarqué à la boutique, tout ça, et il a raconté plein d'anecdotes sur l'escadrille des faucons, enfin, ce qu'il appelait l'escadrille des faucons, il a empêché les gens de diplômer. Il a vu qu'on vendait du vin, le vin qu'on avait goûté la semaine passée, qui était dégueulasse, il avait tourné au vinaigre, c'était pas des bonnes conditions de conservation. Il voulait absolument nous piquer les bouteilles gratuites, tu vois, en pensant que c'était du bon vin, donc on lui en a pas filé par principe. En fait, je pense qu'il serait mort. Il s'est incrusté comme ça dans la boutique, il voulait des trucs et tout. Je pense qu'il serait mort. Et à la fin, tu savais c'était le prof de quoi d'ailleurs ou pas? Merde. Alors, attends. C'est pas un prof de Rézal, je pense pas. C'était assembleur et programmation embarquée. Avant Auger et Ryobo. Auger, tu connais? Non, tu connais pas Auger et Ryobo aussi, c'est 2 profs qui étaient dans mon école, enfin qui étaient dans l'école quand j'étais là. Ok. Mais Autain avant, lui, c'était embarqué et assembleur, ouais. En gros, il nous a raconté je crois qu'il a été poussé dehors. Il y a une histoire, je sais plus. Franchement, ouais, à la fin, c'est court, ils étaient pas et il nous expliquait c'était pas faisable, quoi. Qu'on l'avait poussé dehors et que du coup, attends, c'est quoi le bail? C'est, il avait participé à la création, pas à la création, mais à l'achat de PC, de matos. Et il s'est dit que du coup, par légitimité, le matos c'était à lui, et du coup, il avait piqué toutes les cartes graphiques des PC en partant.
Quoi? Une connerie comme ça. Il a raconté un truc comme ça, il me semble. Et, Alors, de 1, pourquoi il fait ça? Et de 2, pourquoi pas. il vous le raconte, quoi? Il est complètement con. Je sais pas. Il y a une histoire comme ça, j'ai plus les détails, mais c'est vraiment, je l'ai sur le il était au bord de la sénilité. Mais, ses cours, ils étaient très peu suivables, les amphis. Okay. Les TP, ça allait encore, et encore, je te dis ça, moi j'ai eu beaucoup d'aide de la part d'un de mes parrains pour arriver à faire mes TP et mes projets d'embarquer. C'était Mugi, voilà. Je crois que de nom. Bref, il m'avait beaucoup aidé et je pense que sans lui, j'aurais jamais réussi la matière d'Autun parce que c'était chaud, quoi. Et il y a vraiment, tu vois, cette barrière de génération en mode, lui, il a 3 générations de plus que toi. Du coup, on se comprenait pas, on parlait pas le même langage, ouais, quoi, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Oui, et en plus, il avait cette personnalité, comme tu dis, un peu écrasante. Un peu forte, ouais. Donc ouais, c'était très dur enfin, moi j'ai trouvé ça très dur de suivre ses cours. Après, il y a des gens qui ont réussi à prendre l'embarqué et l'assembleur avec ses cours, quoi, mais bon, c'était chaud, ouais. Je peux comprendre, honnêtement, pour rencontrer le personnage, je comprends que ce soit chaud. Parce que, enfin, le mec qui débarque de nulle part, il commence à sentir chez lui. Tu te rends compte qu'il a volé des cartes graphiques? Ouais. T'es en mode. Mais what the fuck, man? C'était ça. Sors de là! Un petit peu. C'était bizarre. Et en fait, après, sur IRC, j'ai vu qu'il y avait des gens. Enfin, j'ai demandé sur IRC, je suis allé quand il était parti. Ouais, vous connaissez ce type-là? Les gens ont commencé à raconter de la merde sur lui. Il y a un bot qui a des citations de lui. Mauvais outil, mauvais ouvrier. Oui, voilà, ce genre de choses. Et, ça, c'était genre la seule citation, je pense, qui valait vraiment le coup de garder d'Autun parce que c'est vrai. Genre voilà, c'est un vrai truc. Tu peux le sortir de manière cohérente. Que si t'as un mauvais outil, tu vas pas réussir à faire correctement ton travail, quoi. Il avait l'air de casser tout le monde, je sais pas, ou d'être un peu pas hautain. Enfin bref. Il était un peu hautain. Ouais, non, mais je voilà, et sur ce, nous finissons le podcast. Yes. Au revoir, mesdames et messieurs. La bonne blague de fin. En vrai, on finit.